Deuxième journée de conférence. Comment la développer et en faire un levier de croissance sur le chiffre d'affaires? C'est la question à laquelle vont répondre nos 4 prochains speakers. Je vous demande d'accueillir Anne-Laure Feld-Kircher, General Manager chez But. Cécilia Chanliot, direction de l'expérience client pour IKEA France. Mélanie Kathleen, directrice marketing client pour Yves Rocher France, et Stéphane Charveria, managing director et senior partner chez BCG. Bonne conférence. Bonjour à tous. On est vraiment ravis d'avoir l'occasion de vous parler de ce beau sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Déjà, si on commence par ça, pourquoi est-ce qu'on s'en parle? Et pourquoi est-ce que vous êtes tous là pour nous écouter témoigner? Eh bien, peut-être pour 3 raisons. L'enjeu de fidélisation client est si important. La première, c'est que ça permet de réduire le coût d'acquisition client. Des études dans le retail montrent que le coût de fidélisation est jusqu'à 5 fois inférieur au coût d'acquisition client. Donc c'est un enjeu évidemment puissant de réduction du coût d'acquisition. Le deuxième enjeu, et ce qui fait que c'est également important, c'est l'augmentation de la valeur client. On sait qu'un client fidèle, il dépense plus souvent, et il est plus enclin aussi à essayer les nouveaux produits, les nouveaux services. Donc c'est évidemment cet enjeu de valeur. Et puis le troisième enjeu, c'est la connaissance client, l'utilisation de la donnée client. Ça permet de beaucoup mieux connaître ses besoins et d'adapter, d'ajuster l'offre et le merch. Donc finalement, c'est un levier de résilience et de croissance. Et donc pour témoigner et nous en parler aujourd'hui, je propose d'accueillir nos intervenants. Je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour à tous, je commence. Donc, je suis Cécilia Chanliot, je travaille pour la belle boîte bleue et jaune qu'est IKEA, notre belle boîte suédoise. En quelques mots, qu'est-ce que l'expérience client, la fidélité client? On peut y mettre beaucoup de choses derrière ces mots. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de rester le leader, j'ai envie de dire, du marché de l'ameublement et de la décoration. Et pour ça, on va parler de market share, de part de marché, excusez-moi. Et du coup, c'est d'attirer de plus en plus de nouveaux clients. Ça, c'est une de nos premières branches. Mais j'ai envie de dire aussi de garder nos actuels clients. Car on sait aujourd'hui qu'on a des clients qui nous sont, on va dire, un petit peu acquis. Et puis, il y en a d'autres qui vont sortir de notre système pour aller voir ce que fait la concurrence et qui vont revenir ou pas. Donc, c'est hyper important pour nous de bien connaître nos clients, nos potentiels clients ou nos anciens clients. Donc, on investit énormément pour cela et c'est pour ça que j'y mets toutes ces initiatives, le mot fidélisation client. Et derrière ça, on a, comme beaucoup d'enseignes du retail, on a mis en place un programme de fidélité qui s'appelle le programme IKEA Family. Donc, pas besoin d'être une famille et d'avoir des enfants à la maison pour y adhérer. Tout le monde peut y adhérer et c'est gratuit. Et l'essence même de ce programme-là, c'est de récompenser la loyauté de ce client. La loyauté, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire dépenser énormément. Ça ne veut pas dire venir une fois tous les 10 ans chez nous pour acheter sa cuisine. Ça veut surtout dire être un partenaire de vie entre IKEA et ce client et qu'il vienne le plus souvent possible chez nous, car nous ne sommes pas qu'un vendeur de meubles, nous sommes un vendeur d'accessoires, nous avons aussi toute une vie derrière la restauration et donc il peut se passer plusieurs choses entre nous et ce potentiel client. Donc c'est un peu en grande ligne ce que veut dire la fidélité pour nous chez IKEA. Bonjour, Mélanie Kathleen, moi je suis directrice marketing client chez Yves Rocher. Donc la fidélité chez Yves Rocher, on est né de la vente par correspondance. Donc c'est définitivement au cœur de l'ADN. On est même aujourd'hui, nous, sur des enjeux qui sont de rééquilibrer entre conquête et fidélisation, puisque le programme de fidélité et la fidélisation, l'animation de la fidélité, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, la connaissance client, l'utilisation de la data. Donc tout ça, c'est au cœur. Notre enjeu, ça va plutôt être de le maintenir et de l'enrichir. Donc c'est ça aujourd'hui les enjeux pour Yves Rocher. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Charveria, je suis senior partner au BCG. Je travaille dans le retail, dans le conseil, en tant que consultant depuis
une petite trentaine d'années et ravi, merci beaucoup Anne-Laure de m'avoir invité, ravi de pouvoir échanger avec vous mesdames sur ce sujet. Alors, on vous propose de couvrir 3 enjeux dans le temps qui nous est imparti autour de ces sujets de fidélisation. Le premier enjeu, c'est qu'on comprenne ensemble comment finalement ça s'inscrit dans la stratégie d'une enseigne. À quel point ce sujet est stratégique. Le deuxième enjeu, et on le sait notamment sur le programme de fidélité, c'est comment rendre l'expérience client la plus fluide possible, le plus simple possible, le plus compréhensible possible. C'est le deuxième enjeu qu'on se propose de couvrir aujourd'hui. Et puis le troisième, c'est un peu les challenges, les défis, le futur. Comment on voit ce sujet de la fidélisation client évoluer. Et bien sûr, puisqu'on est dans un salon dédié à ce sujet, quel est le rôle et la place de la tech dans ce sujet. Donc si ça vous va, eh bien, on commence par le premier enjeu, qui est l'enjeu finalement la fidélisation client en lien avec la stratégie de l'enseigne. Peut-être une première question pour vous, mesdames. Comment vous décririez le rôle de la fidélisation client dans votre enseigne? À quel point c'est stratégique? Alors, c'est, en tout cas pour Yves Rocher, ce que je disais, on est né de la relation client, on est au cœur de ce qui est... En fait, les clientes, quand elles parlent d'Yves Rocher, elles parlent de la fidélité, de la fidélisation qu'elles ont. Donc nous, c'est clé, c'est hyper important. L'enjeu pour nous, c'est d'accompagner tout le cycle de vie de la cliente. Donc le premier enjeu, finalement, c'est de les faire rentrer dans notre programme de fidélité. C'est d'aller recruter au programme de fidélité. On a aujourd'hui un taux d'identification de nos clientes en magasin qui est très fort. On a un gros fichier de clientes. Alors je vais parler que de clientes chez nous. Désolée pour les quelques hommes qui sont clients Yves Rocher, mais c'est vrai que voilà, ça incarne déjà un peu la relation qu'on peut avoir. On connaît très bien nos clientes. On a cette volonté de les accompagner dans tout leur cycle de vie et d'enrichir vraiment la relation. On a dans la fidélité des aspects très transactionnels, des aspects d'animation aussi, d'être là au bon moment. Vous avez tous probablement vu ce petit truc qui tourne sur les réseaux qui dit qu'il y aura toujours 2 personnes qui souhaitent ton anniversaire. C'est ta mère et Yves Rocher. Et ça incarne assez bien la proximité qu'on a et qui a été créée vraiment par à la fois le programme de fidélité et puis l'animation qu'on en fait dans le CRM. Donc pour nous, c'est cœur. C'est ce qui représente aujourd'hui une bonne partie de la relation qu'on a avec la cliente. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'attirer toujours de nouvelles clientes, de les accompagner dans tous leurs achats de beauté, à la fois que ce soit sur des produits de beauté et de l'Institut, puisqu'on est aussi présent sur l'Institut. Donc le programme de fidélité, il a cet avantage d'avoir une très forte proximité avec la cliente, notamment par un élément chez nous qui est très fort, c'est le papier, le mailing papier qui est extrêmement fort et qui aujourd'hui drive énormément de trafic. On est une boutique de destination, on ne vend que des produits Yves Rocher, donc il faut venir pour acheter des produits Yves Rocher. Et c'est vraiment cette relation qui aujourd'hui nous assure un trafic dans un contexte retail qui n'est pas toujours évident. Et vous n'avez pas abandonné le papier, parce que c'est plus... Et on n'abandonnera pas le papier. On a des enjeux parallèlement à ça de digitalisation. On sait que c'est un média, le papier, qui coûte très cher. Donc il y a un enjeu de digitalisation, mais effectivement le papier pour nous c'est aussi ce qui fait la relation. Il y a beaucoup de femmes ici qui peut-être reçoivent nos mailing papier. Ce mailing papier, il prend sa place dans le sac à main, sur le petit meuble de l'entrée. Donc on est très présent au sein des foyers et c'est ce qui crée la relation et qui fait qu'on est régulièrement sur les podiums de la relation client. Et chez Ikea alors, comment est-ce stratégique ? Pas du tout, non. Bien sûr que c'est stratégique et je le disais en introduction, on aime à dire souvent chez Ikea qu'on n'est pas qu'un simple vendeur de meubles. On a envie de transformer cette relation avec le client d'une relation transactionnelle, un client qui fait un achat,
à une relation émotionnelle. On dit souvent, on veut créer cette émotion quand le client il rentre en contact avec Ikea, que ce soit avec un magasin, un collaborateur en magasin, un collaborateur en vente à distance, puisqu'on fait la vente à distance aujourd'hui, mais aussi sur le site internet. Donc je vais parler souvent d'émotions, parce qu'on sait, je vous parlais de partenaires de vie. Normalement, Ikea, on a tous un souvenir avec Ikea. Moi, j'en ai un personnellement. C'était la grande visite sur le magasin de plaisir. On prenait la voiture et on y passait la journée parce qu'on mangeait sur place. Alors, c'était assez loin de mon domicile, donc mes parents m'y emmenaient. Et voilà, et on a tous ce souvenir avec Ikea que je vous le souhaite positif. Et du coup, c'est de se dire qu'Ikea, en tant qu'enfant, on a été forcément acheter un objet ou un meuble chez Ikea. Puis après, quand on s'est installé en tant qu'étudiant, puis notre première installation en tant que couple, puis l'arrivée de l'enfant, et ainsi de suite. Et on a forcément une histoire avec cette enseigne, donc c'est pour ça que je parle d'émotion, puisqu'on va essayer de travailler ce lien émotionnel avec ce client fidèle. On a une expression aussi qui dit « from I can shop », donc « je peux acheter » à « j'aime acheter ». Et ça fait toute la différence, parce que « je peux acheter », c'est qu'il faut qu'on s'assure d'avoir tous les outils qui vont permettre à n'importe quel Français d'acheter. Et là, je pense qu'on est à la bonne place dans ce salon. Hein. Acheter, c'est avoir les produits en stock, le bon produit, au bon prix, en stock, et avoir les moyens de paiement qui vont bien pour permettre à chacun des Français de pouvoir acheter chez nous. Ça, c'est le minimum, les prérequis, j'ai envie de dire, pour assurer l'avenir de notre business. Maintenant, si j'ai envie de parler d'avenir, et tu le disais en introduction tout à l'heure, Anne-Laure, c'est de dire, pour rester pionnier sur le marché, pour ne pas faire face à ses concurrents et les potentiels nouveaux concurrents, il faut qu'on aille sur cette dimension d'émotionnel. Et c'est là qu'on va parler de I love to shop. C'est dire, en fait, même s'il y a un meilleur prix, un meilleur produit ailleurs, j'ai envie de rester avec Ikea parce que j'ai une histoire avec eux, parce qu'il y a une relation personnalisée, parce qu'il y a de la bonne nourriture suédoise sur place. En tout cas, on va essayer de chercher à créer cette émotion-là avec chacun de nos clients. On parlait chiffres un petit peu tout à l'heure et je pense qu'il faut être aussi lucide. On est un retailer et comme tout bon retailer, il faut que ça nous permette de gagner, de maintenir notre part de marché et de la gagner. Aujourd'hui, il y a plus de 65% de notre chiffre d'affaires qui est porté par nos clients fidèles. Et ça, c'est un chiffre qui ne fait que grandir d'année en année et dont on est fier et on a envie de leur dire merci. Et comment on leur dit merci ? Par plusieurs initiatives, mais la première, c'est vous dire... L'enseigne, c'est de dire on pratique les mêmes prix du 1er janvier au 31 décembre. Quel que soit le moment où vous venez chez nous, vous aurez les mêmes prix. Sauf si vous êtes membre Ikea Family, donc notre membre fidèle, vous aurez le droit à nos prix privilégiés sur des produits qui ont été tagués. Et ça, c'est une manière de dire merci à nos clients. Et pour être fidèle, encore une fois, c'est avoir la carte, bien évidemment, mais c'est nous revisiter régulièrement dans l'année. Un autre chiffre, et puis je vais laisser la main, mais c'est de dire un client qui n'est pas fidèle, il visite en moyenne je ne vais pas parler que de magasins, parce que je pense que c'est important dans l'ère dans laquelle on est, de dire qu'il rentre en interaction avec la marque, mais il nous visite, on va dire, jusqu'à 2 fois l'année. Un client fidèle, il vient en minimum 4 fois dans l'année. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup quand on pense à la grande distribution, et c'est une visite moyenne tous les 15 jours, mais pour nous, c'est déjà une grande fierté d'être à 4 visites annuelles. Et c'est comment on en prend soin de ces visites-là et comment, bien évidemment, on va les activer, puisqu'un client fidèle, et ça je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais dépense plus qu'un client qui ne l'est pas. On estime à peu près un panier moyen supérieur de 40% sur un client qui ne l'est pas. Et toi Stéphane, dans ta vision globale sur l'ensemble du retail, comment tu penses que la fidélisation client s'insère dans les stratégies d'enseigne ou devrait s'insérer dans les stratégies d'enseigne ? Merci Anne-Laure. Là, on a deux excellents exemples de compagnies totalement différentes. Yves Rocher, ce sont des natifs de la fidélisation, puisque la vente à distance, par définition, permettait de connaître ses clients et d'interagir avec eux. Donc, ils le font de manière extrêmement native. Ikea, c'est le contraire, sont des natifs du retail. L'exemple d'Ikea montre bien que, in fine, en particulier dans un monde retail, c'est quand même la puissance de la value proposition et la manière dont on travaille son offre et son expérience, et on l'exécute au quotidien, qui est le cœur numéro 1 de la fidélité. La fidélisation, c'est un plus. Alors dans certains métiers extrêmement, entre guillemets, commoditisés, dans ceux, par exemple, où tout le monde vend la même chose, ce qui n'a pas obligatoirement référence à la valeur des produits, mais bien à la différence des offres entre les acteurs.
la fidélisation peut devenir, même si c'est de degré 2, extraordinairement importante. Et ça, on le voit bien. On n'imagine pas une compagnie aérienne haut de gamme aujourd'hui sans programme de fidélisation. Et donc, c'est très dépendant des secteurs. C'est dépendant des marges brutes, des marges par interaction, de la fréquence d'interaction avec les clients. Ça dépend de la valeur relative des clients. Dans le luxe, la valeur entre un assez bon client et un très bon client est gigantesque. Et donc ça nécessite et ça légitime de les traiter très différemment. Dans la grande distribution, c'est un peu moins le cas. Donc c'est très situationnel. Dans la plupart des secteurs, néanmoins, mis à part là où la différenciation est très très puissante, la fidélisation joue désormais un rôle clé, ne serait-ce que par sa capacité à amener de la donnée quand on n'en a pas. Si on est un digital native sur le web, on a de la donnée. Si on est en vente par correspondance, on a de la donnée. Si on est un retailer, on n'en a pas. Et là, la fidélisation, elle devient fabuleusement importante parce qu'elle permet non seulement de reconnaître les clients, mais de les connaître et de nourrir la value proposition elle-même, les équipes marchandises, les équipes produits, de la connaissance des clients, tout en rajoutant une couche de valeur et d'expérience vis-à-vis des clients eux-mêmes. Donc je dirais progressivement, dans la plupart des secteurs, avec l'intensification de la concurrence et la nécessité absolue de ne pas être en retard par rapport à ses concurrents dans la compréhension de ses clients, on voit émerger différentes versions des programmes de fidélisation. Merci. Alors justement, comment vous équilibrez, vous l'avez touché du doigt tout à l'heure, le transactionnel et le relationnel dans vos programmes? Est-ce qu'il faut encore du transactionnel? Forcément, tout part de la transaction. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas tourner le dos à se dire c'est bon, il n'y a plus de transactionnel, on n'est que dans l'émotionnel. Mais clairement, il faut qu'on tende vers du quasi 100% émotionnel. En t'écoutant, Stéphane, je réagis et je me dis, aujourd'hui, on est sur une guerre des prix. On sait qu'un des premiers critères d'achat pour le français, dans le contexte économique dans lequel on est actuellement, depuis quelques années maintenant, le critère d'achat qui est le prix, c'est le critère numéro 1. Mais si on continue avec ça, ce sera la guerre des prix tout le long, quel que soit le produit qu'on vend. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là, il faut qu'on prenne soin de nos prix et qu'ils restent les plus bas possibles. Mais il faut essayer de venir avec un critère numéro 2 et numéro 3 de choix autre. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, oui, la transaction, elle y sera toujours parce qu'on fera appel à la notion de porte-monnaie, de pouvoir d'achat. Et ça, on ne peut pas le renier. Mais il va falloir qu'on apporte quelque chose de plus. Le quelque chose, il est différent en fonction de la nature de l'achat, en fonction du pouvoir d'achat du client, en fonction de son contexte à lui, ce qu'il veut en faire. Et ces critères, ils vont évoluer. Et d'où l'importance de nouveau de bien comprendre à qui on veut s'adresser. Et je dis souvent qu'à nos vendeurs, c'est très bien de connaître nos produits et leurs avantages, mais avant tout, il faut savoir écouter. Écouter le client, parce qu'on n'est pas là pour lui vendre un meuble, on est là pour lui vendre une solution et répondre à son besoin. Donc j'ai envie de dire, ouais, j'aimerais bien que ce soit 100% de relations émotionnelles. Difficile de dire autrement. Le transactionnel, c'est la base, on va dire, la raison pour laquelle on rentre dans un programme de feed en général. Donc le transactionnel, il est clé. Il faut qu'il trouve sa juste mesure sur l'avantage qu'il va apporter. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des basiques, des programmes de feed, ils sont gratuits, il y a des systèmes de points, de récompenses. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la base du programme de feed. Maintenant, il faut l'avoir et il faut que ça marche. Il faut que ça marche un peu sur tous les canaux. Donc il y a vraiment cet enjeu au niveau transactionnel. Voilà, de pouvoir en bénéficier, quel que soit le lieu de l'achat, si c'est en magasin, si c'est sur Internet. Nous, chez Yves Rocher, on a mis du temps à atterrir sur l'omnicanalité et bien nous en a pris. On a rendu le programme omnicanal juste avant le Covid, juste avant la fermeture des magasins. Donc on était très contents effectivement que nos clientes puissent aller sur le site Internet et profiter de leur programme de feed. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on était quand même dans un contexte de pandémie mondiale. On se demandait un peu ce qui allait se passer. On était confinés.
Et nous, le service client était débordé pour savoir comment on allait utiliser le bon de réduction, comment on allait pouvoir profiter de son cadeau, d'anniversaire notamment. Donc on voyait bien que l'enjeu était très fort. Maintenant, effectivement, il faut dépasser ce stade-là. Alors nous, on a beaucoup travaillé l'animation, les supports d'animation aussi, pouvoir être présent sur les nouveaux outils de CRM, que ce soit le wallet, les applis. Donc voilà, il a fallu aussi développer toute cette partie-là d'animation du programme et d'accompagnement de ce cycle de vie, d'être là au bon moment. Et maintenant, c'est effectivement cette phase d'expérientiel. Alors l'émotionnel, c'est une belle ambition, mais déjà une expérience en couture très fluide, attendre autre chose un petit peu de la relation avec la marque. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des magasins, d'avoir des conseillères. C'est quand même le meilleur outil de fidélisation à la base, mais justement de pouvoir cranter un peu la proposition de valeur pour pouvoir avoir une expérience spécifique parce qu'on est cliente. Peut-être un petit éclairage, je suis désolé Cécilia, je vais peut-être être un peu décevant, mais on voit que les clients sont très intelligents. Ils sont très intelligents et en fonction de l'importance que représente l'achat pour eux, ils mettent pas mal de temps et donc ils deviennent très exigeants. Et à chaque fois qu'on fait des études, les critères numéro 1 d'adoption des programmes de fidélité, c'est la perception de la valeur dans le sens, sinon sonnant et trébuchant, mais en équivalent sonnant et trébuchant. Vous pouvez donner des événements, vous pouvez donner accès à des perks qui sont autre chose que de l'argent, mais bon an, mal an, les clients sont très sensibles à la notion de give back. C'est particulièrement vrai si vos catégories sont des catégories dans lesquelles les clients se sentent obligés d'acheter. Le commerce alimentaire, pour beaucoup de clients, est vécu comme une obligation, comme un coût de base. Il n'y a pas de plaisir, d'impulsion véritable. Et donc, tout ce qui peut leur permettre de le réduire est bienvenu. Et mettre beaucoup d'émotionnel, beaucoup de rêves au-dessus est relativement difficile, sinon illusoire. En revanche, il y a plein de catégories sur lesquelles on est plus dans l'achat d'impulsion, on est plus dans la passion. Et donc là, vous avez beaucoup plus d'une capacité à faire évoluer le client vers un univers de marque, un univers... votre passion, c'est l'équitation, vous pouvez travailler des choses assez différentes. Donc voilà, encore une fois, c'est très situationnel. Vous allez être très étonné d'entendre d'un consultant qui vous dise, in fine, c'est une question de stratégie, mais évidemment, ça dépend énormément de sa situation propre et de ce que j'appellerais la formule stratégique de succès dans les contraintes propres à son marché. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment pour renforcer la fidélisation client et aussi pour la financer, puisque tout ça a un coût. Comment est-ce que vous envisagez le coût de la fidélisation client, le programme de fid? Alors effectivement, c'est coûteux, donc ça nécessite déjà de savoir évaluer ce que ça coûte, ce qui est déjà une première difficulté. Donc on est très vigilant sur notamment tout l'outillage qu'on peut proposer, qui vous promettent de faire bondir de 40% votre activation. Bon, c'est vrai qu'on va avoir tendance à beaucoup analyser, à beaucoup reverser, notamment les actions, beaucoup étudier aussi auprès des clientes. Donc, on va aller leur demander leur avis. Je pense que c'est quand même les premières, en tout cas chez nous, qui sont en capacité de nous dire ce qu'elles pensent du programme. Nous, notre enjeu, il est très clair. On a un enjeu de générosité. On est dans un marché concurrentiel ultra compétitif avec beaucoup d'intervenants, des nouveaux intervenants à la cosmétique. C'est un secteur qui a été très dynamique à la fois par des marques de retail, des marques de distribution, des marques des DNVB qui sont arrivées. Donc c'est vrai que le marché de la cosmétique en France, en tout cas, il ne s'agrandit pas. Et par contre, il y a de plus en plus d'acteurs. Donc l'enjeu, forcément, il est de se dire il faut qu'on investisse pour garder nos clientes.
Maintenant, par essence, la cliente est volatile. Donc, tout l'enjeu, c'est de mettre les investissements au bon endroit. Nous, les enjeux, ils sont clairement sur la digitalisation, notamment du CRM, puisque je vous disais, hein, on est très papier, mais on sait aussi qu'on a un enjeu à ce que ça nous coûte moins cher de garder cette relation avec la cliente. Donc on fait beaucoup sur l'écosystème digital qu'on peut mettre en place pour réduire aussi la prospection papier. Maintenant, on le voit, on l'étudie, on était parti d'un a priori où on se disait, bon, le mailing papier, globalement, on doit pouvoir le couper sur les jeunes. Ils ont à peu près un téléphone tous greffés dans la main. Donc on s'était dit, on va pouvoir couper ce papier sur les jeunes. Donc on a expérimenté, hein, population à qui on envoie, population à qui on n'envoie pas. Quand je vous dis les jeunes, c'est des 15-25. Et on se rend compte que pas du tout. En l'occurrence, les jeunes, c'est une population à qui personne n'écrit. Donc ils ont peu de courriers qui leur sont adressés dans la boîte aux lettres. Donc c'est une petite fête d'aller chercher son mailing Yves Rocher. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte typiquement que là où on pensait pouvoir facilement supprimer ce mailing papier, finalement il était très puissant, très fort, et que on a un enjeu à aller communiquer sur les réseaux sociaux, mais pas du tout dans le même objectif, en tout cas pour cette population-là, que ce qu'on va pouvoir lui raconter sur le mailing papier. Donc en tout cas, c'est beaucoup d'études, beaucoup d'analyses aussi pour essayer de voir comment optimiser le coût. Mais effectivement, le coût de la fidélité est, comme tu le disais Anne-Laure, beaucoup moins cher que la conquête. Je vais éviter de répéter ce que tu viens de dire, car je crois qu'on a les mêmes enjeux. J'ai juste envie de nuancer en disant que nous, l'investissement, il y a un programme fidélité, et je vous en ai parlé, et on investit, et les initiatives récentes que l'on a, c'est de toujours et encore optimiser ce que je vais appeler la rentabilité, cet investissement, d'être encore plus, de targeter encore plus nos clients. On va peut-être leur envoyer le même nombre de contacts, mais pas le même message, puisque comme on connaît mieux ce client, on va lui adresser le message qu'il attend, le produit qu'il a envie de voir, le service dont il a besoin en fonction de sa situation. Donc les investissements, les adaptations que l'on fait sont plutôt sur soyons encore plus dans cette relation IKEA-client et dans cette relation personnalisée. Donc ça, clairement, tu l'as dit, c'est toujours délicat de suivre, d'avoir des chiffres si précis que ça. On a des estimations qui nous permettent de réajuster à chaque fois notre plan et notre stratégie, qui, elle, au final, est la même. On veut augmenter cette fidélisation de nos clients. Je vais me permettre de faire un petit virage qui va nous amener à la deuxième transition, mais pour moi, la fidélisation, elle est aussi sur cette expérience omnicanale. On aime à dire l'omni-expérience. Aujourd'hui, 53% de nos clients IKEA, quand ils font un achat IKEA, ils ont été sur nos 3 canaux, c'est-à-dire le site web, la vente à distance et le magasin. Parce qu'il y a des étapes dans l'achat. Il y a j'ai besoin d'un canapé, où est-ce que j'irai? Je pense à 2, 3, 4 enseignes. Ça, c'est la phase un peu d'exploration. Puis après, je vais aller me renseigner. Puis après, je vais aller sur le niveau du devis, puis je vais acheter. Et à chacune de ces étapes-là, on a des frictions, sans surprise, et on travaille à connaître ces frictions et trouver des plans d'action pour les lever et essayer d'augmenter cette conversion à chacune des étapes. Et je pense qu'il est là aujourd'hui, le budget, j'ai envie de dire, de la fidélisation, c'est de se dire, dans cette omni-expérience, quelles sont les attentes de nos clients? Tu parlais d'une fluidité tout à l'heure, mais pour tout client, ça paraît normal d'avoir les mêmes prix sur un même produit, d'avoir les mêmes prix sur le site web qu'en magasin ou qu'en vente à distance. C'est notre fierté aujourd'hui de l'avoir, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est comment on assure de porter le même message 7 jours sur 7, quel que soit le canal de communication. Donc nous, nos enjeux budgétaires, j'ai envie de dire, ils sont là, car on voit qu'on a une forte déperdition de conversion à chacune de ces étapes. Alors, coût ou investissement? Alors, excellente question. Aujourd'hui, le coût total des programmes de fidélité peut être relativement élevé, effectivement, dans des mondes, en particulier des métiers comme le retail alimentaire où les marges sont très faibles. Et ce qu'on voit, un bon exemple pour ça, c'est Tesco, c'est que dans ces métiers-là, si on prend les 3 grandes phases d'un programme possible, la première phase, c'est reconnaissance et connaissance.
Je te reconnais, je te donne un peu de reconnaissance pour le fait de venir. Ça me permet de te connaître et de nourrir tout mon système d'information. Ensuite, le deuxième, c'est ce que j'appelle l'activation. C'est que j'ai un accès à toi qui me permet de t'envoyer des offres, d'essayer de te faire agir. Donc le client est un peu en réaction dans ce système, mais le retailer a une vraie capacité de mener des actions qui font bouger le retailer, le client. Et la troisième phase, c'est ce que moi j'appelle l'adhésion. C'est le client, de lui-même, se met en action et s'engage profondément dans le système, alors même qu'on ne l'active pas et qu'on lui doit. Donc ça, c'est un bon exemple. C'est Amazon Prime. Amazon Prime, c'est quand même un des Graals. C'est le client s'engage lui-même, et il paye pour ça. Donc là, le ROI, comme tu peux l'imaginer, bon, tu connais bien une société qui s'appelle Fnac Darty, qui a mis en place un abonnement Max. Donc tu connais bien ce type de logique. Donc ça, c'est un Graal qui est assez transactionnel et qui ne peut fonctionner que s'il y a une contrepartie en termes de valeur énorme. Et être client Prime, il y a une vraie contrepartie en termes de valeur. Donc ça, c'est très bien. En revanche, entre l'étape 1 et l'étape 2, ce qu'on voit, c'est que les bonnes pratiques visent à ne plus payer pour l'étape 1. Et typiquement, Tesco ne donne plus d'argent aux clients pour montrer sa carte ou venir en magasin. Il ne donne de l'argent sur sa carte que si les gens achètent des promos. Et en fait, ils ont passé leur système. Vous n'aurez aucune promo si vous ne montrez pas la carte. Et donc, grâce à ça, ils ont un taux d'encartage de quasiment 100%, parce que les gens, à la longue, ils se disent c'est quand même dommage de passer à côté des promos. Et ils n'ont plus besoin de cagnotage de base. Donc ça, je pense qu'une des grandes tendances, c'est essayer de payer le moins possible pour ce qui peut être obtenu par d'autres moyens et se concentrer sur les composantes et les leviers pour lesquels on a un ROI, puisque quand on met en action le client, on a un retour. Et dans le cadre de Tesco et des distributeurs alimentaires, on a un financement fournisseur derrière. Donc effectivement, dans la bataille du coût, dans les secteurs très très tendus, il faut vraiment être smart dans la composante même du programme pour essayer d'en maximiser les... Et le côté, bon, il y a toujours une base de cagnotage, etc., etc., c'est plus du tout vrai. Et si vous reprenez vos différents programmes, il faut toujours se réinterroger sur l'ensemble des composantes et est-ce qu'on ne peut pas, de manière relativement intelligente, se débarrasser de certains paiements qui, en fait, n'ont qu'un très très faible ROI. Je voudrais juste réagir parce qu'on l'a vécu ces dernières années chez Ikea sur notre fameux programme Ikea Family. On nous reprochait de ne pas récompenser le client qui dépensait beaucoup. Ce fameux client qui vient une fois tous les 10 ans pour acheter sa cuisine à 7 000, 8 000 euros et qui dit « mais vous ne me donnez pas du cagnotage, vous ne me donnez pas des euros comme font d'autres ». Et c'est vrai que ça a été quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché. Et des fois, on a été tenté de créer un programme fidélité qui récompensait au montant d'achat. On n'est pas là-dedans, on essaye de se repenser et on est encore dans ces réflexions-là. Mais clairement, on se dit que souvent, si on met le doigt là-dedans, c'est qu'on achète un peu le client et qu'il est dans cette relation transactionnelle et plus émotionnelle parce qu'en fin de compte, il vient chez nous pour toucher ces euros-là. Et donc, c'est comment on peut lui proposer d'autres avantages, pas forcément que monétaires, mais de confiance. Et je vais donner qu'un exemple, mais c'est de dire... vous avez acheté un miroir et vous l'avez cassé en le sortant de votre voiture et c'est vous qui l'avez cassé, mais nous on vous l'échange gratuitement et c'est cette notion de confiance et c'est là qu'on se reconnecte à cette relation émotionnelle. Donc voilà, pour partager ces questionnements-là, on les a eus et on les a encore parce que les clients nous le demandent clairement de récompenser en cagnotage. Merci. On va passer peut-être à la troisième partie autour un peu des enjeux du futur. Première question, quel rôle joue la tech à l'intérieur de ces programmes de FID, CRM, IA? Alors, la tech, beaucoup de mots-clés qui, en général, font rêver. Alors, effectivement, l'IA. Nous, on a un écosystème qui nous permet aujourd'hui de gérer la data. C'est surtout ça, la base aujourd'hui d'un programme de fidélité. C'est ce qu'on disait, c'est d'avoir de la donnée cliente.
La tech, on l'a vu à travers plusieurs choses. Je pense que quand on parle notamment d'IA, nous, ça fait très longtemps, par exemple, qu'on fait de la perso, la personnalisation produit, de la personnalisation auprès de la cliente. Des algos, du scoring, c'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps parce que forcément quand on investit notamment sur du mailing papier, quand on fait de la vente par correspondance, il faut être sûr de l'envoyer à la cliente qui va acheter, vu le prix que ça coûte. Et là où ça devient intéressant, en tout cas pour nous, c'est de pouvoir accélérer ça, d'optimiser en fait tout ça. J'ai pas trouvé la solution, alors peut-être aujourd'hui sur le salon, mais j'ai pas trouvé la solution miracle qui faisait bondir le chiffre d'affaires. Par contre, des solutions qui nous aident à vraiment améliorer la productivité, à calculer beaucoup plus vite. On voit bien sur les plateformes data la capacité qu'on a aujourd'hui d'accélérer les temps de calcul. Donc on a tout un back-office en tout cas, et là la tech a un vrai intérêt aujourd'hui, c'est d'améliorer cette productivité. Donc clairement, on a cet intérêt d'optimiser finalement ce qu'on fait, de le faire mieux, plus vite et du coup moins cher. Donc c'est ça un des premiers enjeux de la tech. Le deuxième, c'est quand même d'être au fait des usages. Je parlais du wallet tout à l'heure, c'est des usages qui se développent. On voit bien que cette fluidité du parcours, on doit s'appuyer sur on va dire les innovations, en tout cas qui nous permettent d'enlever des pain points qui sont bien connus. Et typiquement, l'identification, pouvoir faire un encaissement plus rapide, c'est des choses qui nous permettent à nouveau de gagner aussi en productivité et puis de rendre un parcours client beaucoup plus fluide. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment ce sentiment aujourd'hui que la tech pour la fidélité, je ne vois pas de révolution vraiment majeure. Alors il y a plein de choses qui se passent, mais pas de choses qui nous font accélérer de façon assez dingue. En revanche, cette capacité à aller plus vite et à améliorer la productivité, ça on l'aperçoit bien. Je vais éviter de faire une redite puisque 100% d'accord Mélanie avec ce que tu viens de dire. Aujourd'hui en tout cas on a intégré énormément d'outils que je vais appeler digitaux mais aussi l'IA. J'ai un exemple en tête récemment dans le CRM, on intègre l'IA pour être encore plus précis dans cette communication avec nos clients. Donc on parle bien là d'une amélioration de la productivité finalement sur le retour sur investissement de ce budget investi. Si je reviens à comment on fidélise un client en dehors de ce programme-là, dans cet univers omni-expérience, j'aime bien partir d'un chiffre, c'est de se dire que sur 100 clients qui viennent en magasin, il y en a 60 d'entre eux, ils ne cherchent pas forcément à interagir avec un collaborateur. On a l'impression que si, mais finalement, les enquêtes nous démontrent que, pourquoi je dis 60, c'est qu'en fin de compte, il y en a 40 qui viennent avec un projet réfléchi, et eux, ils savent qu'ils vont acheter aujourd'hui, donc ils ont besoin d'être assurés avec en face une interaction avec un collaborateur et la compétence en face. C'est-à-dire que les 60 autres, ils sont là pour venir s'inspirer, pas forcément effectuer une transaction sur le jour même. Et là, moi, aujourd'hui, c'est de se dire, on est dans cette période où on se doit d'être là pour chacun de nos clients. Et est-ce que je dois mettre un collaborateur en face de chacun de mes clients ? Je ne peux pas. Vous savez qu'on a des surfaces très grandes qui vont jusqu'à 25 000 mètres carrés et on ne peut pas couvrir tous ces mètres carrés-là en magasin. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un parcours autonome. Comment on va permettre à ces 60 clients, 60% de nos clients, de pouvoir interagir avec IKEA, avec ce parcours autonome qui est très souvent, au final, porté par des outils digitaux. Vous avez vu ces bornes interactives qui vont vous donner un maximum d'informations, que ce soit sur sa disponibilité, sur les caractéristiques du produit, sur où est-ce que je le trouve dans ce labyrinthe. On va lui donner un guidage. Donc, on est vraiment dans cet investissement digital sur soutenir ce parcours autonome. Pour réinvestir, l'idée ici n'est pas de réduire l'investissement masse salariale, c'est vraiment de se dire que notre masse salariale va être au service du client qui, lui, a besoin de cette interaction de qualité. Le temps, c'est de l'argent, le client n'a plus envie d'attendre. Avant, il y avait une queue et c'était accepté, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, c'est comment on retravaille un petit peu notre business model et de se dire, ce parcours autonome, il ne faut pas qu'on en ait honte. C'est dans les modes de consommation d'aujourd'hui. Par contre, il faut qu'il soit performant, fluide, car maintenant, les clients,
ont des fois plus de connaissances que certains collaborateurs parce que tout est disponible en ligne. Donc c'est comment on vient à ajouter des plus-values, que ce soit dans ce parcours autonome ou dans ce parcours personnalisé, j'ai envie de dire, avec Inventeur. Alors la tech, est-ce qu'on en fait trop? Alors la tech, est-ce qu'on en fait trop? Tout le salon ici est le souffle coupé en attendant la réponse. Évidemment, sur ce sujet, la tech, effectivement, c'est quand même fabuleusement critique. Alors, bonne nouvelle, ou ce que vous savez probablement, la fidélité existait sans la tech. Chez Tesco, ils ont inventé la fidélité avec des stamp cards et beaucoup de marques ont commencé à avoir des petites fiches sur leurs clients ou leurs clientes où ils notaient ce qu'ils achetaient. Donc, ça a été à un moment très low-tech. Maintenant, plaisanterie mise à part, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont extrêmement importantes à travers la tech. La première, c'est la capacité d'interaction permanente avec les clients. Tous les clients ont à leur poignet, dans leur poche, souvent dans leurs mains, bientôt dans leurs lunettes, des objets digitaux qui permettent d'interagir avec eux. Donc ça, c'est fabuleusement enrichissant parce que ça permet... Et on verra bien comment le futur des données évoluera, mais ça permet de savoir à tout moment où il est, qu'est-ce qu'il fait, et bientôt quasiment à quoi il pense. Et ça permet, parce qu'un programme de fidélité, ça vous donne le droit de parler à votre client sans qu'il se sente agressé. C'est quelque chose de vraiment important. Je pense que vous vivez tous ou toutes les coups de téléphone le vendredi 11h avec des gens que vous ne connaissez pas, qui essayent de vous vendre des optimisations énergétiques ou différents types de produits. C'est très désagréable d'être contacté par quelqu'un qu'on n'apprécie pas. En revanche, quand on a une bonne relation avec son client, le client accepte, voire valorise les communications que vous avez avec lui. Donc ce droit d'interagir, croisé avec la capacité d'interagir, ubiquitaire et permanente, offre un champ extraordinaire qu'on peut croiser avec la personnalisation. Donc la personnalisation, c'est évidemment le deuxième axe. C'est aller miner toutes les milliards d'informations clients qui existent pour savoir qui vous êtes et en fonction de où vous êtes, ce à quoi vous pensez, quel est votre next best desire, next best action, etc., etc. Donc le champ est quasiment illimité et le but, selon moi, c'est vraiment la capacité de croiser les deux et de personnaliser toutes les interactions avec le client tout le long du parcours du client, avant même la considération et après même la consommation du produit. Un exemple de avant même la considération, aux États-Unis, on parlait avec des collègues, chez Home Depot, ils ont des modèles prédictifs qui leur disent 6 mois à l'avance quand un client va acheter une cuisine. Parce qu'il y a plein de choses que fait le client avant d'acheter une cuisine, en particulier s'il achète un appartement, etc., etc. Et donc, avant même que le client ait réalisé qu'il allait acheter une cuisine, vous le savez. Et à partir de ce moment-là, vous décidez ou pas d'utiliser cette information. Et dans l'ensemble des interactions que vous avez avec lui, vous pouvez lui distiller « By the way, si c'est une cuisine que tu cherches, n'oublie pas qu'on existe ». C'est un exemple assez banal, mais je pense qu'il est vraiment très, très illustratif. Le futur, c'est l'interaction à tout moment du cycle client, avant même que le client ait anticipé son besoin, et de manière totalement personnalisée, si vous êtes capable de mobiliser l'ensemble des informations auxquelles vous avez accès. Tout ça, évidemment, vous pouvez l'imaginer, ça passe par énormément de data et un certain nombre de couches de tech de base qu'il ne faut jamais oublier. On parle toujours d'AI et de... C'est très bien, mais il y a toute la tech de base, les data lakes, les clouds et autres, et de la tech avancée. Mais évidemment, donc là, il y a un champ d'investigation qui est assez vertigineux. Merci. Et le temps passant, un mot sur l'enjeu futur de la fidélisation. RSE, communauté, IA. Je ne peux pas conclure pour Yves Rocher sans parler de RSE. Donc forcément,
C'est au cœur de nos réflexions. Nous, notre interrogation sur le programme de fidélité, et dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est porter, voilà, on est entreprise à mission, c'est porter nos valeurs et notre engagement RSE et de le faire partager à nos clientes sans tomber dans le côté greenwashing. Donc c'est vrai qu'on est hyper prudent toujours sur comment aborder ces sujets-là. Pour autant, on a une communauté de clientes qui est très grande, qui s'engage aussi avec nous sur une beauté plus responsable, plus naturelle. Et du coup, c'est comment on arrive à faire partager un engagement. On emmène nos clientes planter avec nous. Et c'est vrai que voilà, c'est des choses comme ça. C'est comment on va pouvoir aller plus loin sur l'engagement, notre engagement à nous, et du coup faire partager ces valeurs-là à nos clientes. Donc, grosse réflexion sur la RSE dans la fidélisation. Un mot, c'est dur, donc j'en choisis un parmi tous les challenges qui se présentent à nous. Alors, j'aime pas parler de challenge, pour moi, qui dit challenge dit opportunité. Donc, face à toutes les opportunités qui se présentent à nous, dans cette atmosphère, encore une fois, d'omni-expérience, on sait qu'acheter un meuble et en tout cas changer une pièce, les gens aiment toucher le produit. Mais comme je le dis, le temps, c'est de l'argent et ils n'ont plus tant envie que ça d'investir dans une visite magasin. Quand on sait que le maillage d'IKEA, c'est 37 magasins en France, c'est pas tant que ça finalement. On peut apparaître assez loin de beaucoup de nos Français. Donc c'est comment on peut créer cette sensation d'être proche du produit et de déclencher l'achat, même s'il ne vient pas en magasin et qu'il ne le touche pas. Et là, pour moi, l'enjeu, c'est de dire, avec tous les outils et toute la connaissance client qu'on peut avoir, comment on peut quand même être proche de lui et déclencher cette envie d'interagir avec la marque. Bon, moi, j'aurais deux mots. Le premier, c'est expérientiel. Je pense que l'avantage des expériences, c'est que ça peut être très unique. C'est par définition beaucoup plus restreint que les produits. Et donc, je pense qu'intégrer de l'expérientiel dans les programmes, c'est quelque chose que les gens essayent de faire. Aux États-Unis, on connaît très bien les exemples de Lululemon, de Nike, avec Lululemon, avec les cours de yoga, les communautés. Donc, je pense que la notion d'expérientiel comme composante très difficile à copier des programmes est quelque chose d'intéressant. Et ce qu'on voit dans les autres pays, alors moins en France, c'est le côté d'écosystème. En Angleterre, le système Nectar marche très bien. En Australie, Qantas a créé un système du même type, multi-acteurs extrêmement puissant. Donc, aux États-Unis, on voit que ça se développe aussi. Donc, la notion d'écosystème qui permet d'avoir de la puissance en faisant alliance à d'autres acteurs se développe énormément. Le summum étant, comme vous le savez, en Chine ou dans certains pays asiatiques, où on a cette notion d'écosystème, mais ancrée sur un réseau social ou des réseaux sociaux qui permet d'être vraiment écosystémique et communautaire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'aller chercher de la puissance, d'aller chercher de la data, d'aller chercher... et ça, c'est finalement beaucoup plus avancé en dehors de France. Et donc ça sera intéressant de voir. Il y a longtemps, il y avait un problème qui s'appelait Smiles. La plupart d'entre vous ne l'ont jamais connu. Et ça sera intéressant de voir s'il y a une renaissance de ce type de programme, en sachant qu'il y a probablement les réglementations en termes d'autorisation de données sont probablement à l'échelle européenne encore un frein au développement aussi rapide que dans notre géographie. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages très riches et passionnants. Et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup.